Bonjour tout le monde. Bienvenue aux après-midi ou dimanche à la yourte. Aujourd'hui, on va parler un petit peu un peu beaucoup d'ailleurs, du cerveau. Comme vous voyez, un très beau dessin de mon cerveau ici, un cerveau symbolique, et des neurosciences affectives. Ah, c'est bien ici, j'aime ça. Je peux m'accoter juste contre le bas, faire un câlin à mon bois, c'est très agréable. Et alors, on va parler un petit peu de c'est quoi les neurosciences affectives. Et parce qu'on connaît bien les neurosciences cognitives, en tout cas Manon et Odette, on en a parlé déjà de nombreuses fois sur comment fonctionne le cerveau au niveau des connexions, comment déconnecter, comment reconnecter. Puis on a fait des exercices de PNL pour déconnecter et reconnecter d'autres choses qu'on a fait dans les dernières semaines. Et cette semaine, on commence avec les neurosciences affectives qui sont une toute nouvelle gamme de neurosciences qui existe depuis pas ben longtemps, mais dans les 5 dernières années, il y a eu énormément d'avancées sur ces neurosciences-là en particulier, qui nous permettent de comprendre beaucoup plus le développement de l'enfant, par exemple, au niveau de son cerveau, ses peurs, les émotions qu'il vit, et nous aussi, dans notre propre développement, comment notre cerveau, sa plasticité, comment ça fonctionne, les relations avec les gens, les relations avec soi-même, et qu'est-ce qui nous rend heureux. Parce que c'est bien d'être performant avec les neurosciences cognitives, on apprend à l'apprentissage, la réflexion, le dépassement de soi, puis à mettre des choses en œuvre, c'est formidable. Mais si on n'est pas heureux ou heureuse, ben, c'est pas super le pied non plus. Voilà. À votre avis, quand on parle de neurosciences, pour vous, c'est quoi la neuroscience? Parce que j'en parle, mais je vous ai jamais posé la question. La science sur plus qu'est-ce qui passe dans le cerveau, les neurones. Oui, la science des neurones, absolument. Mais la science des neurones, on appelle ça plus la neurobiologie. La neuroscience, ce serait quoi? En fait, c'est le moment où l'informatique et la neurobiologie se sont croisées. Puis là, il y a plein d'expérimentations qui sont mises en œuvre pour aller voir comment fonctionne le cerveau, mais au niveau vraiment des connexions. Comment ça se développe, etc. Fait que c'était au-delà même du chimique, parce que dans le cerveau, il y a des molécules, il y a des hormones, mais il y a aussi de l'électricité, qui est un mélange électrique de connexions comme un réseau informatique de la même façon. Mais il y a aussi tout un système chimique. C'est même un complexe. On est je dis on là, mais moi je ne suis pas neuroscientifique là. Moi je fais de la neuroscience appliquée, c'est-à-dire que j'applique les connaissances que je connais, je mets des exercices en place, ou alors je vais chercher des exercices qui existent déjà pour les amener dans le développement personnel ou la connaissance de soi. Mais le cerveau, c'est quand même la chose, paraît-il, d'après les scientifiques, qui est la plus complexe de l'univers. Et on en a tous un. Fait qu'on trimballe avec nous la chose la plus complexe de l'univers tout entier, d'après les scientifiques modernes. C'est quand même quelque chose. Voilà. Puis moi, je l'ai dessiné là comme ça. Quand même... Je me suis dit, pourquoi chercher à faire compliqué? On va le faire. De toute manière, c'est la chose la plus complexe de l'univers et la plus incroyable. Autant la faire très simplement, et puis on verra bien avec ça. Bon, la neuroscience affective s'entrecoupe en deux grosses parties. La première partie qui est au niveau de notre vécu et l'expression des émotions. Alors, il y a une différence entre les émotions et les sentiments. On en a déjà parlé ensemble. Les émotions, c'est une réaction biologique du corps humain. Ouais, merci Lou. On a une très belle expression d'une émotion. Donc l'émotion, c'est la réaction corporelle à ce qui est en train d'arriver. Donc il vit quelque chose, c'est une vraie contrainte. Ensuite, le sentiment, c'est ce qui arrive ensuite. Donc nous, ce sur quoi on a du contrôle dans notre vie, c'est plus au niveau du sentiment. On peut choisir de le vivre ou pas. Mais l'émotion, elle arrive. Le corps transpire, le rythme cardiaque s'accélère, je balbutie, je m'en mêle les pinceaux. L'émotion, c'est vraiment une réaction corporelle. Donc une émotion, c'est pas la tristesse, c'est pas une émotion, c'est un sentiment, par exemple. Voilà. C'est correct qu'on parle des émotions et des sentiments. Pleure, Lou, fais-toi plaisir. Oh, t'as bien le droit, merci. Et l'enfant, jusqu'à 5 à 6 ans, n'a aucune idée de comment tempérer son émotivité. Donc quand il vit une émotion, c'est pas de sa faute du tout, il la vit. Fait que s'il pleure, s'il mord, s'il tape, s'il s'exprime de quelconque façon que ce soit, c'est tout à fait normal dans son propre développement. Il n'est pas en train de vous manipuler, il n'est pas en train de faire quelque chose contre vous. C'est contre lui-même que ça se passe, en dehors de sa capacité à se modérer. Donc un enfant qui vit une émotion, il n'y a rien de mal à ça. Quand on punit, qu'on humilie, qu'on tape, qu'on crie sur un enfant qui vit une émotion en dessous de 6 ans, on arrive à l'intérieur, alors ici là je ne l'ai pas dessiné, mais il y a l'amygdale cérébrale, qui n'est pas la même amygdale que ce qu'on a dans la gorge, qui est le centre de la peur dans le cerveau, qui vient enregistrer ce que vous faites, et qui vient amener donc
la cortisol, qui est l'hormone du stress, en grand nombre dans son corps. Et donc, il vient se dire « Oh mon Dieu, ce que je vis, c'est pas bien ». Et ça devient un traumatisme qui va le suivre toute sa vie. Parce que l'amygdale cérébrale, elle reste dans l'inconscient. Donc ça, c'est des choses qu'on traîne pour toujours, et puis c'est génial pour ça l'hypnose. On va les reconnecter avec l'inconscient, puis grâce à l'hypnose, par exemple, le PNL, on va défaire des choses qui sont ancrées très profondément. Et puis comme on connaît tous l'éducation de l'Église des dernières années, ou l'éducation de nos parents, ben on sait qu'ils ont fait de notre mieux, mais qu'on leur a dit qu'en donnant une fessée, une claque de temps en temps, en criant, c'était pas correct, ce qui n'est pas vrai du tout. On nous explique dans la neuroscience moderne que c'est pas vrai du tout et que c'est même ce qu'il y a de pire à faire. Et que ça accumule les traumatismes, mais qu'ensuite on a énormément de difficultés à exprimer ces émotions, à les partager, parce que même dans le cerveau, ça vient se couper au niveau du ressenti. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre lobe frontal, qui vient s'occuper vers l'âge de 7 ans à peu près d'organiser les émotions, de les tempérer, puis de les calmer, il vient se couper du ressenti pour ne pas avoir à vivre les émotions désagréables parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Vous comprenez un petit peu le principe? Puis, on en a déjà parlé ensemble, c'est quelque chose qui paraît un peu logique. Si je vis une tristesse puis qu'on me dit que arrête de pleurer, tu pleures tout le temps, ben je vais vivre de la culpabilité. C'est qu'à chaque fois que je vais me sentir mal dans ma vie, je vais vivre de la culpabilité. Comme je vis de la culpabilité, je vais me sentir mal et ça devient un cercle vicieux dont je n'arrive plus à sortir. Et donc je vis ensuite des dépressions ou de l'agressivité et des choses comme ça. Fait que je suis inapte et immature au niveau émotionnel. Voilà. Mais tout s'arrange. C'est merveilleux. Ça, Pierre Librepète. Fait que la neuroscience affective, c'est ça. C'est vis-à-vis vraiment de son vécu affectif, notre environnement, puis notre capacité à exprimer les émotions librement, comme cet enfant qui vient d'exprimer sa colère, et puis d'être soutenu dans ce qu'il exprime, de ne pas être jugé évidemment. Et ensuite, c'est la capacité relationnelle. Comment nous, en tant qu'adultes ou en tant qu'enfants, qu'importe, on va développer notre relation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme technique relationnelle? Et c'est là où, justement, avec l'hypnose, quand on parle de conversation hypnotique ou de questionnement d'hypnose, ce genre de choses, et bien là, on arrive avec une communication qui est beaucoup plus à l'écoute de l'inconscient de l'autre. Ça, on en reparlera, on a déjà parlé un petit peu. Alors là, je dis plein de choses, ça paraît, vous m'arrêtez, quand vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez, si vous avez une question, posez-la moi. C'est plein de technicité, mais dont j'avais envie de vous parler pour savoir exactement ce dont je parle depuis le début. Et puis si vous avez besoin de sources, je vous les envoie par, je n'ai pas tout noté, mais je peux vous les envoyer par ordinateur pour aller chercher les livres, les chercheurs, les docteurs, la source, d'où ça vient, avec plaisir. Et ça, c'est des recherches qui ont été menées sur des centaines et des milliers de personnes dans le monde entier. Fait que c'est pas des petites recherches qui sortent d'une petite université comme ça, là. C'est vraiment des choses qui sont très approfondies depuis les dernières années. Voilà. On s'est rendu compte qu'il y a 3 choses qui viennent vraiment affecter l'affectif, qui affectait les neurosciences affectives. Alors d'abord, en premier, pour le développement du cerveau et un développement adéquat, on a besoin d'un environnement social et affectif adéquat. En fonction de notre environnement, donc ce qui nous entoure, que ce soit l'endroit, la couleur, la musique, la sonorité, l'intonation de la voix de la personne va influencer beaucoup. Si je dis à Lou, arrête, si je lui dis, arrête s'il te plaît, ça ne va pas du tout avoir le même impact à l'intérieur de lui, par exemple. Ensuite, il y a les émotions. Donc ça, c'est vis-à-vis de ce qui nous entoure. Ensuite, il y a l'émotion, au niveau de la connaissance de soi. Quand on commence à écouter et à exprimer nos émotions, on commence à savoir où notre soi veut aller. Le soi et le moi sont 2 choses différentes. Le soi, c'est ce qui est notre être profond. Le moi, c'est notre ego. Donc, quand je vis une émotion, quand mon cœur se met à débattre, quand je me mets à transpirer, quand je me mets à me sentir stressé, oppressé, anxieux, c'est ce que je vis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon soi. Ça ne me convient pas. Je ne suis pas sur ma route à moi. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je me sens enthousiaste, libéré, bien, heureux dans ce que je suis en train de vivre, parfait. Vos émotions sont en train de vous dire que vous êtes à votre place. Vous êtes vous-même. Ce qui peut changer demain. Le vous-même d'hier n'est pas le même que demain, d'aujourd'hui. Tout ça se modifie sans arrêt. Ce n'est pas quelque chose de coulé dans le béton. Hein. Voilà. Ensuite, l'expression des émotions. Donc, on a l'environnement social qui nous entoure, soi-même, vis-à-vis de soi-même. Et ensuite, comment moi-même, j'interviens avec le monde. Parce que si je vis des émotions très désagréables et que je suis capable de les exprimer,
en disant non, moi je suis pas d'accord que ça se passe comme ça parce que je ressens ça, puis je ressens ça, puis je ressens ça, donc j'ai l'impression que c'est pas moi, que je devrais faire semblant, que ce compromis-là, il me convient pas parce que j'aurais l'impression de faire semblant avec nous là. Ce sera pas moi-même. Donc à ce moment-là, j'améliore mon environnement social et affectif, surtout si la personne en face de moi est à l'écoute, qu'elle a une maturité émotionnelle adéquate, donc elle a à peu près l'âge de 25 ans émotionnellement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, hein, on s'entend là-dessus. Et la personne vous reçoit, puis vous dit « Ah oui, oh, j'entends bien ce que tu me dis, je le note, je vais voir ce que ça me fait à l'intérieur, puis je te reviens là-dessus plus tard. » Waouh! Ça s'appelle une conversation normale, ça. Donc toute conversation qui ne ressemble pas à ça est une conversation qui devient émotive, et donc attachée à l'émotion, et donc qui n'est pas efficace au niveau affectif pour votre cerveau. Donc là, c'est un cas très concret. C'est bon? C'est clair? Avez-vous des questions? Pour l'instant, Lina? Je vois tes yeux un peu perdus quand même. Ouais, ça va revenir. Ouais. Mais après, tu vas voir, on va faire un atelier vraiment avec plusieurs exercices pour aller observer tout ça, puis dans le côté agréable, pas désagréable. Mais c'est ça. Mais l'idée aussi, c'est à un moment donné, on fera juste un atelier de communication. Juste la communication en enlevant les motifs, là, ça change tout dans une vie. On le sait bien, n'est-ce pas Valérie? Dans un couple, c'est très important, parce que si dans un couple on reste attaché à l'émotion, ben on a quoi? On a de la fuite ou de l'agressivité. On attaque ou on fuit, qui est le principe directeur du cerveau reptilien. Mais on n'est plus des reptiles, on est des hommes. Et on agit comme des reptiles très souvent, mais on y reviendra. Alors, ensuite. Ah oui. Donc tout ça qui nous amène finalement, comment on peut faire? Nous, qui cherchons parce que vous venez ici, donc vous cherchez à aller mieux dans votre vie, vous cherchez avec la mécanique du cœur, avec moi-même, à développer votre soi, développement personnel, mais aussi à vous connaître. Parce que si on ne se connaît pas, si on n'est pas avec, connaître c'est connaître, c'est-à-dire naître avec, si on n'est pas avec soi-même, se développer, c'est développer quoi? Développer les croyances des autres. Parce que si je me développe à partir de mes croyances présentes, mes croyances sont établies sur ce qu'on m'a appris. Ce qu'on m'a appris, c'est ce que les autres voulaient de moi. Donc je développe ce que les autres veulent de moi, si je ne me connais pas moi-même avant tout. La neuroscience affective va nous permettre d'aller nous connaître nous-mêmes dans mon écoute vis-à-vis de mes émotions, mon expression de mes émotions, et l'écoute de l'autre dans ses expressions de ses émotions aussi. Et la parole, pour faire ça, n'est pas ben efficace. La parole, on parle de à peu près 7% de la communication. Quand je parle, c'est à peu près 7%. Vous voyez, mon visage bouge beaucoup, moi je suis très expressif, puis mes mains bougent, mon corps change de positionnement. Donc tout ça aussi, ça a une influence. Lina, par exemple, tu m'as l'air un petit peu soucieuse et inquiète, tu grignotes tes ongles, tu dis mais de quoi il parle lui? Fait quand je te regarde, je me dis elle est réceptive, mais elle se pose vraiment des questions. Fait que, Mais comme tu te comprends. cherche pas à tout comprendre, laisse-toi aller. Puis tu vas voir que quand on va faire l'atelier, puis je vais vous dire ah vous avez vu, j'ai parlé de ça tantôt. Vous allez faire ah ok, et tout ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Okay. C'est bien correct. Assimile tout ça, ce sera en vidéo. Est-ce que je suis dans le cadre? Est-ce que je suis... Oui, C'est bon, merci. Je me disais, je me trouvais loin un petit peu. Merci beaucoup. Oh, petit loup, il vit une autre émotion. Donc aujourd'hui, on a plein de, de beaux exemples. Vous pourrez revoir la vidéo de toute façon. Puis si vous ne l'avez pas en ligne bientôt, vous me la demandez, je vous l'envoie. Puis il n'y a pas de problème avec ça, on va s'organiser de toute façon. Puis avec l'atelier, vous allez voir. Alors, comment on fait du coup, vu qu'on ne vit pas dans un monde du tout qui fonctionne correctement vis-à-vis de notre cerveau, pour qu'il soit dans son développement optimal, on a besoin de certaines choses. L'empathie. L'empathie, c'est la première chose dont on a réellement besoin, vraiment. Notre cerveau fonctionne par empathie. Sans empathie, dans notre monde, notre cerveau ne pourrait pas fonctionner. Il fonctionnerait même très 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 mal, il se dégraderait au fur et à mesure. En fait, on dit même que la cortisol, qui est l'hormone du stress, qu'on vit quand il n'y a pas d'empathie, quand il n'y a pas de vraies relations, quand il n'y a pas de sens à notre vie, la cortisol, en trop grande quantité, en excès, c'est l'hormone du stress. L'anxiété, tout ça, ça fait partie de ça. Ça vient empêcher un développement neuronal. Ça vient surtout au niveau de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire et de l'apprentissage. Donc quand on commence à se dire « Ouh là là, je manque de mémoire, je manque d'apprentissage », ça veut dire qu'on vit trop de stress dans notre vie, et que donc,
on vient supprimer le développement, ou quasiment, ça vient même détruire des neurones à l'intérieur de l'hippocampe. Un trop grand stress fait que vous perdez de la mémoire de ce que vous saviez déjà. Vous en perdez. Donc quand vous montez, il y a trop de pression dans votre vie, trop de cortisol et d'adrénaline, il y a trop de challenge à donner, il y a trop de pression de tous les bords, donc ça c'est de l'environnement, c'est que votre environnement social et affectif il n'est pas adéquat. Vous vivez dans un endroit qui vous détruit, vous vous détruisez vous-même. Grâce aussi aux hormones, grâce aussi aux neurones miroirs. Ça c'est encore autre chose. Donc on a besoin d'empathie. L'empathie, elle a deux formes d'existence. Alors je voudrais juste mettre un petit point qui est quand même important. L'empathie, ça n'est pas se mettre à la place de l'autre. Ok ? On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Ok ? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me fera plaisir d'en discuter. Mais vous n'êtes pas l'autre. En fait, vous êtes l'autre, mais d'une façon spirituelle et physico-quantique. Peut-être. Mais dans votre vécu, vous n'avez pas vécu ce que l'autre a vécu. Vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas ses yeux, vous n'avez pas ses sens, sa façon de percevoir ses propres sens. Tout ça, c'est complexe. Et cette personne-là, elle a son propre cerveau qui est aussi l'outil le plus complexe de l'univers, mais à sa façon à elle, il s'est développé avec toute sa vie à elle. Vous n'êtes pas l'autre et vous ne le serez jamais. En tout cas, ça dépend. Du point de vue spirituel, il y a d'autres opinions, j'ai d'autres opinions là-dessus, mais en ce qui concerne la vie en 3D aujourd'hui, c'est pas le cas. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. C'est bon ? Mais l'empathie, c'est pas forcément se mettre à la place de l'autre. C'est essayer de comprendre l'autre. C'est d'avoir du respect pour ce qu'il est en train de vivre. Que ce soit de la colère, de l'amour, de la joie, de la tristesse. L'empathie, c'est juste de la laisser aller là-dedans. Donc il y a deux empathies, l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, c'est justement d'être doux avec l'autre, de le regarder, le laisser aller dans ce qu'il est, sans avoir de jugement de morale. Et l'empathie cognitive, c'est de comprendre l'intention de l'autre. Donc elle se place beaucoup plus au niveau du lobe frontal, au niveau du cortex néofrontal qui est le gros du cerveau humain, où là je viens vraiment essayer de saisir toutes les nuances de son corps, de son langage, de sa parole, de son ton de voix, de mon expérience que j'ai vécue avec elle, de mon expérience personnelle pour savoir c'est quoi à peu près son intention. C'est sûr que si elle me le dit, c'est plus facile. Mais en attendant, on ne vit pas encore dans un monde comme ça, en tout cas pas toujours, fait qu'on peut aller chercher tout ça. Voilà. Fait que l'empathie, on en a profondément besoin. De l'amour! Ah, on a besoin d'amour dans notre vie. Pour que le cerveau puisse évoluer correctement, il a besoin d'amour. Quand il s'agit d'amour, je parle par là d'un amour de couple, qui à mon avis n'est pas de l'amour. C'est peut-être une relation amicale ou une relation amoureuse, si on veut, mais il ne s'agit pas d'amour. L'amour est bien au-delà de la relation du couple. Parce que quand on a un enfant, on sait qu'on aime l'enfant quoi qu'il fasse. On n'aime pas notre amoureux ou amoureuse quoi qu'il fasse ou quoi qu'il fasse, c'est pas vrai. Il y a des fois on le regarde genre, oulala, il y a des fois on va lui en vouloir, etc., etc. Ça dépend des gens, ça dépend de notre évolution, mais l'amour c'est d'un point de vue large, amical, affectif, de compassion. C'est-à-dire inconditionnellement. On a besoin de douceur, on a profondément besoin de douceur. On a profondément besoin aussi de bienveillance. C'est quoi la bienveillance d'après vous ? Pas tous en même temps. Odette, c'est quoi pour toi la bienveillance ? Qui veille pour son bien. Exactement, qui veille pour ton bien. Veiller, on parle pas là de faire la fête toute la nuit. Hein, en québécois, non. Veiller, c'est, tu sais, moi quand j'étais malade et que ma mère restait à côté de moi le soir pour me caresser les cheveux avec un linge humide, par exemple, ou quand j'étais en train de vomir dans la toilette parce que j'avais je sais pas quelle maladie et que ma mère me tenait les cheveux, ça c'est de la bienveillance. T'as pas envie d'être là, mais t'es là quand même. tu sais, ton bébé hurle parce qu'il fait de la fièvre à 2h du matin parce qu'il a une dent qui pousse. Tu sais, wow, où je suis. Et tout de suite, ce qui embarque, c'est l'inquiétude, on est d'accord là-dessus. Mais comme on a un lobe frontal super évolué, en fait on aurait même l'orbitofrontal, donc juste derrière les yeux, qui est notre capacité vraiment à mesurer et à recalmer l'émotif, à dire bon, c'est bon, ok. Donc là on peut embarquer avec la bienveillance. Si je suis inquiet et anxieux parce que mon fils va mal, ça va pas être efficace, je l'ai déjà vécu. Oh mon Dieu, il a de la fièvre, faut l'emmener à l'hôpital. Tout ça, c'est pas utile. Je peux l'emmener à l'hôpital et être efficace avec lui en vivant quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc si je garde ma bienveillance, je vais garder comme un être de raison. Je
vais rester raisonnable. Et je vais être la personne sur laquelle il va pouvoir s'accoter pour dire « Ah, c'est bon ». Parce que s'il me voit dans tous les états, il va se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» La bienveillance, c'est une des premières choses qu'on apprend en sauvetage, par exemple, ou pour être pompier, ou pour être ambulancier. Si tu arrives à une personne qui a un truc en travers de le truc, puis tu dis « Oh mon Dieu, vous allez mourir !» Vous n'êtes pas en train d'aider la personne une seconde. Voilà. Si vous dites « Non, non, tout va bien aller. Tout va bien aller, que vous soyez vivant ou mort, ça va bien aller. Tout va bien aller. » C'est de la bienveillance. Voilà. Tout ça, c'est juste Écoute, il paraît que quand on fait affaire à l'humour, on mémorise plus facilement. Parce que là, vous riez, vos pupilles se dilatent légèrement, vous êtes en train, parce que je fais de l'humour, vous êtes en train d'amener de l'ocytocine à l'intérieur de votre corps, qui va descendre votre cortisol, donc vous allez avoir moins de stress, donc vous allez plus facilement mémoriser, votre merveilleux hippocampe va dire « Oh, merci, l'ocytocine de m'amener toutes ces merveilleuses petites... » L'ocytocine, c'est une molécule. Et voilà, hop, et du coup, vous mémorisez ce que je viens de dire. Même si vous ne mémorisez pas les noms techniques, vous mémorisez l'effet technique, l'effet concret. C'est cool, hein? Fait que je mets en pratique en même temps que j'en parle. Okay, écoutez, ça c'est... Ensuite, on a profondément besoin de contact. Et je parle d'ocytocine, ça tombe bien. Ça tombe bien que je parle d'ocytocine. Qu'est-ce que je suis bien organisé, parfois. Parce que l'ocytocine va faire déferler 3 autres molécules qui vont être très importantes pour nous aussi, qui sont la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Ok? Ça vous dit quelque chose, ça? Dopamine, c'est celle du mérite. Vous savez, quand j'ai travaillé, je viens d'avoir un gros test, j'arrive 2 semaines plus tard, puis on me dit « Bravo, t'as 95%, oh, j'ai ma dopamine qui se met en place, ce soir, je vais me prendre une crème glacée. » C'est mon mérite, voilà. L'endorphine. Ah, l'endorphine, c'est le côté un peu bien-être, plaisir de la vie, opium. L'endorphine, ça se déplace quand j'ai beaucoup de bonheur et que ça fait un effet d'opium à l'intérieur de mon corps. Avec de l'endorphine, je peux vraiment éviter d'avoir mal physiquement même. Hein. C'est génial. Ensuite, il y a la sérotonine. La sérotonine, ça vient stabiliser l'humeur. Quand on est en dépression, on vous donne des cachets de sérotonine. Voilà, de différentes marques, en fonction de qui est-ce qui veut gagner le plus d'argent sur votre dos. Mais je vais vous donner un petit truc extraordinaire. Le contact visuel ou physique, avec de la bienveillance, de la douceur, de l'amour et de l'empathie, vous permet de libérer des quantités extraordinaires d'ocytocine dans votre cerveau, qui vont déferler par la suite, la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Sans ocytocine, vous ne pouvez pas avoir ces 3 autres molécules qui se déplacent à l'intérieur de votre cerveau. C'est terrible quand même. C'est fou, hein? Donc, juste prendre le temps de regarder quelqu'un dans les yeux, vraiment, avec bienveillance et douceur. On va le faire tout à l'heure. Merci, ce qu'on va faire tantôt. C'est bizarre, hein? Et puis on le sait, hein? Parce que quand on arrive avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, on n'a pas le goût de croiser son regard. On sait que si on croise son regard, on va être obligé de s'adoucir. Donc on regarde comme ça, puis non, je t'en veux, Puis finalement, à un moment donné, on lâche prise, puis on se dit, mais j'ai l'air d'un imbécile ou d'une imbécile, puis là, ça revient à la normale, puis là, quand on se regarde, on fait, ah, qu'est-ce qu'on a été idiot, viens là, toi. Et là, on se prend dans les bras et tout va bien et pour le mieux. C'est formidable quand même. Mais si on l'avait fait dès le début, qu'on s'était regardé, puis qu'on avait tenu le regard malgré tout ce qui se passe, on aurait vu tous les changements d'humeur. Mais malgré tout ça, notre cerveau, il aurait lui balancé l'ocytocine. Ah les gars, il se regarde, balance l'ocytocine. Là, fait son travail, donc toi, l'endorphine, la dopamine, fait qu'au bout de quelques secondes, tu fais « Ouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouh, je plane, c'est cool !» Et du coup, tu le regardes avec amour. C'est génial, non? Voilà. Tout de suite avec le contact. Bon, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur le premier point d'aujourd'hui? Au niveau des neurosciences affectives, est-ce que... Non? Rien? Personne? C'est clair pour tout le monde? Super. C'est quoi les 3 autres molécules? Dopamine. C'est bon, vous en avez un déjà. J'ai tout le temps de la misère à me faire pitié. La sérotonine et l'endorphine.
Super, super. Merci Val, merci. Super. Fait que maintenant tout de suite, j'aimerais vous parler du coup, vu qu'on a parlé de tout ça. S'il vous plaît. Non, c'est pas correct. Vu qu'on a parlé de tout ça, j'aimerais qu'on parle du cerveau. Mon merveilleux et magnifique cerveau juste ici. Hein. Il est quand même vraiment bien dessiné. Je me suis impressionné. Je suis très mauvais dans les courbes d'habitude, puis là j'ai réussi des courbes, alors hein, c'est pas mal, hein, je suis content de moi. Mais là c'est parce que j'ai oublié le corps calleux, j'ai oublié l'hippocampe, ici il y a l'amygdale cérébrale, j'ai pas le cervelet en arrière, tout ça, mais c'est pas grave parce que c'est trop. Il y a beaucoup d'informations là, je me suis dit, on n'en mettra pas trop aujourd'hui, on reviendra sur les 3 cerveaux une autre fois. Il y a 3 cerveaux d'un certain point de vue, il y en a 4 d'un autre. Aujourd'hui on regarde les 3 cerveaux, puis la prochaine fois on regardera les 4. C'est bon ? Génial. Alors, premier cerveau, j'ai nommé le cerveau reptilien ou archaïque. Ok, le cerveau archaïque qui a 2 principales fonctions. La première, c'est de gérer votre cœur qui bat, la pression artérielle, votre respiration, puis les bébelles de même qui sont importantes, sinon tu tombes par terre et puis tu ne vis plus, ce qui serait dommage. On a pas du fun. Et la deuxième, c'est le mode de survie. Le mode de survie qui peut nous amener à faire des choses vraiment étranges. Bye bye Lou, bye bye Val, passez une belle soirée, je vous aime. Amuse-toi bien Lou dehors. Ah, il fait chaud là, c'est parfait. Puis il n'y a pas de feu hein, aujourd'hui, pas de feu dans la maison et puis il fait 24. C'est génial. Alors, cerveau reptilien qui a à peu près 500 millions d'années. Non Odette, ta partie de ton cerveau dans ton cerveau n'a pas 500 millions d'années. Hey, salut! Ah! Ouais, je pense qu'il va falloir un petit... à moins que tu lui donnes tes clés et que ça en aille avec ta voiture jusqu'à 8h ce soir. On va prendre une petite pause tout le monde. On tassage de chaud.